Je m'appelle Willy et je suis un expert comptable agréé de 28 ans vivant à Phoenix, en Arizona. J'ai toujours été ce qu'on appelle le frère responsable. Maman avait préparé son fameux rôti avec de la purée de pommes de terre et des haricots verts, et papa se plaignait du prix de l'essence atteignant 4 $ le gallon. La conversation a tourné autour des dernières entreprises de Carla quand elle m'a soudainement regardé directement à travers la table de la salle à manger. « Willy, j'ai besoin de te demander une énorme faveur », a-t-elle dit, utilisant cette voix douce qu'elle employait toujours quand elle voulait quelque chose d'important. Mon score de crédit a pris un coup après quelques retards de paiement l'année dernière, et j'ai besoin d'aide pour être admissible à un petit prêt personnel. J'ai posé ma fourchette et étudié son visage. Carla avait hérité des yeux bruns expressifs de notre mère et savait exactement comment les utiliser pour un effet maximal. De quel genre de prêt parlons-nous? Rien de majeur, a-t-elle répondu rapidement, agitant la main avec dédain. Juste quelque chose pour m'aider à me remettre sur les rails. Tu sais comment sont ces sociétés de crédit. Une petite erreur et ils te traitent comme un criminel. Papa a hoché la tête en signe d'approbation depuis son bout de table. La famille est de la famille. Willy, tu as un bon crédit et un emploi stable. Carla a juste besoin d'un coup de pouce temporaire. Maman est intervenue en débarrassant les assiettes. Ta sœur a travaillé si dur pour se reconstruire après cette période difficile. Cela pourrait vraiment l'aider à s'établir. J'ai ressenti la pression familière qui venait chaque fois que nos parents s'unissaient derrière l'une des demandes de Carla. Tout au long de notre enfance, j'avais été le responsable qui avait rarement besoin d'aide. Tandis que Carla créait des drames nécessitant une intervention familiale constante, le schéma n'a jamais changé, même à l'âge adulte. Que devrais-je faire exactement, ai-je demandé sachant déjà que j'accepterais probablement malgré mes réserves. Juste co-signer une demande de prêt, a expliqué Carla. Nous rencontrerions mon ami banquier Marcus demain pour gérer la paperasse. C'est tout très professionnel et légitime. Je m'occuperai de chaque paiement et ton crédit s'améliorera réellement grâce à l'historique de paiement positif. Le mardi suivant, j'ai rencontré Carla à l'agence de Phoenix centrale de la First National Bank of Arizona. Marcus s'est avéré être un homme poli et professionnel d'une trentaine d'années qui traitait Carla avec une familiarité évidente. Son bureau comportait des diplômes de l'Université d'État de l'Arizona et des photos de famille montrant des vacances coûteuses. Willy, Carla m'a dit des choses merveilleuses sur ta stabilité financière, a dit Marcus en examinant ma vérification d'emploi et mon rapport de crédit. Ton score de crédit de 810 est exactement ce dont nous avons besoin pour l'approbation. Je me suis senti quelque peu impressionné par le processus. Tout semblait légitime et bien organisé. Carla avait préparé des dossiers contenant des documents de revenus, des relevés bancaires et des références professionnelles. Elle a géré la majeure partie de la discussion avec Marcus tandis que je fournissais principalement une pièce d'identité et signais des documents là où c'était indiqué. Le processus d'approbation prend généralement de 7 à 10 jours ouvrables, a expliqué Marcus en organisant nos documents. Une fois que tout est traité, les fonds seront disponibles par virement direct ou chèque de banque. En marchant vers le parking après, je me sentais raisonnablement confiant d'avoir aidé Carla. Elle semblait sincèrement reconnaissante et a promis de gérer chaque aspect du remboursement de manière responsable. Willy, tu n'as aucune idée de combien cela signifie pour moi, a-t-elle dit en déverrouillant sa BMW. Ce prêt va complètement changer ma situation. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une enveloppe épaisse de la First National Bank contenant des documents de prêt et des informations de paiement. Mes mains tremblaient en lisant les détails. Au lieu du prêt personnel de 5 000 ou 10 000 $ auquel je m'attendais, les papiers montraient que j'étais maintenant responsable d'un acompte hypothécaire de 90 000 $ pour un condominium de luxe dans le développement le plus cher de Scottsdale. Le sang s'est retiré de mon visage alors que je réalisais ce qui s'était passé. Carla avait utilisé mon excellent score de crédit et mon revenu comptable stable pour se qualifier pour une propriété bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait se permettre avec sa commission immobilière. Le paiement mensuel à lui seul dépassait mon hypothèque entière de 300 $. J'ai immédiatement appelé Carla, ma voix tremblant de colère et d'incrédulité. C'est quoi ce bordel, ce prêt de 90 000 $? Tu as dit que c'était un petit prêt personnel. Willy, calme-toi, a-t-elle répondu sur ce ton condescendant qu'elle utilisait chaque fois qu'elle était prise en faute. C'est juste un acompte. Je couvre tous les paiements mensuels et la propriété prendra de la valeur. Tu ne perds pas vraiment d'argent. Tu m'as menti. Je n'ai jamais accepté de co-signer une hypothèque pour un condo de luxe. Tu as signé les papiers, a-t-elle dit d'un ton neutre.
Marcus a tout expliqué pendant notre réunion. Peut-être que tu devrais faire plus attention la prochaine fois. La conversation s'est terminée par son raccrochage au nez, me laissant fixer des documents juridiques qui m'engageaient à une responsabilité financière pour une propriété que je n'avais jamais vue et des paiements que je ne pouvais pas me permettre si Carla faisait défaut. Le lendemain matin, j'ai conduit directement à la nouvelle adresse de Carla à North Scottsdale. Le développement de Luxe Desert Ridge présentait des paysages soignés, une sécurité privée et des frais mensuels d'association de propriétaires dépassant la plupart des paiements de loyer des gens. L'unité de Carla occupait le 15e étage avec une vue panoramique sur Camelback Mountain et le centre-ville de Phoenix. Quand j'ai frappé à sa porte, elle a répondu en pyjama de soie et tenant une tasse de café dans une tasse en céramique coûteuse que je ne reconnaissais pas. L'appartement derrière elle présentait des meubles flambant neufs, une télévision de 75 pouces et des œuvres d'art qui n'avaient certainement pas été achetées dans des magasins discount. Joli endroit, ai-je dit sarcastiquement en la bousculant pour entrer dans le salon. Ça te dérange d'expliquer comment tu as meublé un condo de luxe avec une commission d'agent immobilier? Carla a fermé la porte et m'a fait face les bras croisés. J'économise de l'argent et je planifie ce déménagement depuis des mois. Ce n'est pas parce que tu vis comme un moine que tout le monde doit le faire. D'où vient l'argent, Carla? Le paiement de ta voiture et tes cartes de crédit consomment déjà la majeure partie de tes revenus. Maintenant tu es responsable des paiements hypothécaires, des frais d'association de propriétaires, des services publics et de l'assurance sur cet endroit. Elle a marché vers son comptoir de cuisine en granit et a rempli sa tasse de café, prenant son temps avant de répondre. Le marché immobilier est en plein essor en ce moment. Mes chèques de commission ont été beaucoup plus importants ces derniers temps, et je m'attends à ce que plusieurs ventes majeures se concluent ce trimestre. Et si ces ventes ne se concrétisent pas, si le marché change, je suis légalement responsable d'un prêt de 90 000 $ que tu as demandé en utilisant mes informations de crédit et de revenus. Willy, tu réagis de manière excessive, a-t-elle dit avec dédain. Tout va parfaitement s'arranger. Tu t'inquiètes trop pour des choses qui n'arriveront probablement même pas. Quand j'ai exigé qu'elle transfère le prêt à son propre nom, Carla a révélé des informations qui m'ont donné mal au ventre. Elle avait déposé le bilan 2 fois au cours des 4 dernières années, quelque chose que notre famille n'avait jamais su. Aucun prêteur légitime ne l'approuverait pour quoi que ce soit au-delà d'une carte de crédit garantie. Tu savais tout le temps que je serais coincé avec ce prêt, ai-je dit, me sentant trahi et manipulé. Tu n'as jamais eu l'intention de te qualifier par toi-même. J'ai l'intention de rembourser chaque centime, a-t-elle insisté. Ton crédit peut gérer cet arrangement temporaire pendant que je reconstruis ma situation financière. Ce soir-là, j'ai appelé nos parents en m'attendant à du soutien et de la compréhension. Au lieu de cela, j'ai rencontré le même comportement permissif qui avait protégé Carla des conséquences tout au long de nos vies. Willy, ta sœur remet enfin sa vie en ordre, a dit papa au téléphone. Elle vit dans un bel endroit et construit sa carrière. Pourquoi veux-tu saboter ses progrès? Elle a commis une fraude, papa. Elle a utilisé mon identité pour obtenir un prêt pour lequel elle ne peut pas se qualifier et qu'elle ne peut pas se permettre. La famille est de la famille, a-t-il répondu en utilisant sa phrase préférée. Tu gagnes bien ta vie et as beaucoup d'économies. Carla a juste besoin de temps pour s'établir. La réponse de maman était tout aussi frustrante. Chérie, tu es dramatique. Ta sœur remboursera chaque dollar. Elle travaille très dur en ce moment, et cet appartement l'aide à projeter le succès auprès des clients potentiels. Que se passe-t-il quand elle ne peut pas faire les paiements? Que se passe-t-il quand cela affecte ma capacité à acheter une maison ou à obtenir un crédit à des fins légitimes? Tu cherches des problèmes, a dit maman sur son ton le plus condescendant. Concentre-toi sur le soutien à ta sœur au lieu d'imaginer des problèmes qui n'arriveront probablement pas. Me sentant complètement isolé et sans soutien, j'ai décidé d'enquêter plus en profondeur sur mon rapport de crédit. Ce que j'ai découvert m'a rendu physiquement malade. Au cours des 8 derniers mois, Carla avait systématiquement ouvert plusieurs comptes de cartes de crédit en utilisant mes informations personnelles. Elle avait accumulé 30 000 $ de dettes supplémentaires sur 6 cartes différentes que je n'avais jamais demandées ni autorisées. Les demandes de crédit montraient des applications dans des grands magasins, des détaillants d'électronique et des sociétés de prêt en ligne. Quelqu'un avait intercepté du courrier chez nos parents et avait établi un transfert de courrier depuis mon ancienne adresse d'appartement, s'assurant que je ne reçoive jamais de relevé ou de notification. Chaque carte de crédit avait été maxée immédiatement après approbation avec des achats incluant des vêtements de créateurs, de l'électronique coûteuse, des meubles et des avances de fonds.
L'historique de paiement montrait des paiements minimums effectués juste assez souvent pour éviter le défaut, mais plusieurs comptes étaient déjà en retard de 30 jours. J'ai passé toute la nuit à imprimer des rapports de crédit, des historiques de transactions et des détails de compte. Au matin, j'avais assemblé une trace écrite montrant un vol d'identité systématique qui avait été planifié et exécuté sur près d'1 an. La découverte la plus troublante est venue quand j'ai trouvé des photocopies de faux documents d'emploi dans la zone des boîtes aux lettres de l'appartement de Carla. Elle avait créé du papier à en-tête pour un partenariat commercial fictif me listant comme son copropriétaire, complet avec des relevés de revenus et des déclarations d'impôts falsifiées. Ces documents avaient été utilisés pour se qualifier pour les limites de crédit plus élevées et établir la préapprobation hypothécaire. J'ai réalisé que ce n'était pas une prise de décision financière désespérée. C'était une fraude systématique et calculée que Carla planifiait et exécutait depuis des mois tout en maintenant la façade des dîners de famille et des conversations décontractées. Elle avait étudié mes habitudes, accédé à mon courrier et construit une opération complète de vol d'identité alors que je lui faisais entièrement confiance. La trahison était plus profonde que le préjudice financier. Pendant 28 ans, j'avais cru que la famille signifiait protection et honnêteté. Au lieu de cela, j'ai découvert que la personne en qui j'avais le plus confiance avait systématiquement détruit ma sécurité financière tandis que nos parents encourageaient activement son comportement. Lundi matin, j'ai pris du temps personnel au travail pour commencer le processus juridique pour traiter le vol d'identité. Mon premier arrêt a été la First National Bank où j'ai demandé à parler à Marcus de la demande de prêt frauduleuse. La réunion ne s'est pas passée comme je l'espérais. Monsieur Sullivan, je comprends vos préoccupations, a dit Marcus en examinant les documents de prêt. Cependant, votre signature apparaît sur chaque page de la demande et votre vérification d'emploi a été confirmée par contact direct avec votre cabinet comptable. J'ai été trompé sur le montant et l'objet du prêt, ai-je expliqué. Je pensais co-signer un petit prêt personnel, pas un acompte hypothécaire de $90 000. Marcus a affiché la demande originale sur son écran d'ordinateur. Le montant du prêt est clairement indiqué sur la première page comme $90 000 pour un achat immobilier. L'adresse de la propriété et l'utilisation prévue sont spécifiées dans toute la documentation. J'ai réalisé que pendant notre réunion, j'avais fait confiance à Carla pour expliquer les documents pendant que je me concentrais sur les lignes de signature et la vérification d'identité. Marcus lui avait parlé principalement, et il avait supposé que la conversation correspondait à ce qu'elle m'avait dit en privé. Quelles options ai-je pour retirer mon nom de ce prêt, ai-je demandé. La seule façon de retirer un cosignataire est par le refinancement du prêt avec une qualification de crédit alternative ou le remboursement complet du prêt, a répondu Marcus. Compte tenu de l'historique de crédit de votre sœur, le refinancement serait impossible sans un autre cosignataire qualifié. Mon prochain arrêt a été les sociétés de cartes de crédit où j'ai appris des informations encore plus frustrantes. Chaque représentant du service client a expliqué que contester des comptes frauduleux nécessitait des rapports de police documentant le vol d'identité. Cependant, déposer ces rapports impliquerait nécessairement Carla dans une activité criminelle. Les signatures sur ces demandes semblent authentiques, a expliqué Jennifer, une superviseure à la Phoenix Credit Union. À moins que vous ne puissiez prouver que quelqu'un a falsifié votre signature ou volé votre identité à votre insu, nous vous considérons légalement responsable de toute l'activité du compte. Ma sœur a ouvert ses comptes sans ma permission. Le vol d'identité par des membres de la famille nécessite des poursuites pénales pour valider les allégations de fraude, a continué Jennifer. Êtes-vous prêt à déposer des accusations criminelles contre votre sœur? La question est restée en suspens alors que je réalisais la position impossible dans laquelle j'étais. Me protéger financièrement nécessitait de détruire Carla légalement, quelque chose qui dévasterait nos relations familiales de façon permanente. Cet après-midi-là, j'ai contacté l'avocate Janet Morrison, spécialisée dans les affaires de fraude financière. Son bureau du centre-ville de Phoenix était situé dans une tour de verre surplombant le Capitole de l'État, et ses références incluaient 15 ans de poursuites contre les crimes en col blanc. Le vol d'identité familiale présente des défis uniques, a expliqué Janet lors de notre consultation. Contrairement à la fraude par des étrangers, les victimes refusent souvent de poursuivre pénalement, ce qui rend les recours civils extrêmement limités. Elle a examiné ma documentation attentivement, posant des questions détaillées sur la chronologie, l'accès aux informations personnelles et la dynamique familiale. Après 1 heure, son évaluation était dégrisante. Sans poursuite pénale, vous restez légalement responsable de toutes les dettes que votre sœur a contractées en utilisant votre identité, a déclaré Janet. Les sociétés de crédit et les banques n'effaceront pas des dettes légitimes sans validation de la fraude par les forces de l'ordre. Donc,
mes options sont la faillite ou envoyer ma sœur en prison. Essentiellement, oui. Le vol d'identité fédérale entraîne de lourdes peines, mais les poursuites nécessitent votre coopération en tant que victime. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais piégé entre protéger mon avenir financier et détruire ma famille. La situation est devenue encore plus compliquée lorsque la campagne de manipulation de Carla s'est intensifiée. Elle a commencé à appeler des proches avec des histoires larmoyantes sur mes menaces concernant la sécurité de son logement. Selon Carla, j'étais jaloux de son succès et essayais de saboter sa carrière immobilière pour de l'argent dont je n'avais même pas besoin. Elle se peignait comme une femme célibataire en difficulté harcelée par son frère financièrement sûr. L'oncle Denis m'a appelé ce soir-là, en colère et conflictuel. « Willy, je suis déçu de toi. Ta sœur essaie de construire quelque chose pour elle-même et tu menaces de la détruire pour un arrangement financier temporaire. Oncle Denis, elle a volé mon identité et accumulé plus de 100 000 $ de dettes en utilisant mon crédit. C'est la famille, a-t-il répondu fermement. Réglez ça en privé au lieu d'impliquer des avocats et des banques. Les affaires de famille restent dans la famille. Des appels similaires sont venus de notre cousine Ashley, notre tante Patricia et des amis de la famille qui avaient entendu la version des événements de Carla. Chaque conversation suivait le même schéma. Accusation que j'étais vindicatif, égoïste et inutilement dramatique à propos d'une situation qui pouvait être résolue par la coopération familiale. L'isolement était émotionnellement dévastateur. Des gens qui me connaissaient depuis des décennies remettaient en question mon caractère sur la base des mensonges de Carla. Alors qu'elle continuait à vivre dans le luxe financé par mon crédit détruit, 3 semaines après le début de ce cauchemar, j'ai reçu un appel inattendu qui a tout changé. Notre cousin Austin, qui vivait à Tucson, m'a appelé tard un soir, semblant nerveux et effrayé. « Willy, je dois te dire quelque chose à propos de Carla, a-t-il dit doucement. Mais tu ne peux dire à personne que cette conversation a eu lieu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Austin a pris une profonde inspiration avant de continuer. Elle fait la même chose à d'autres membres de la famille depuis plus d'1 an. Elle a utilisé les informations de grand-mère Rose pour obtenir un prêt hypothécaire inversé sur sa maison, et elle accède aux lignes de crédit professionnelles de l'oncle Denis. Mon sang s'est glacé alors qu'Austin décrivait un modèle systématique d'exploitation familiale. Carla avait convaincu notre grand-mère de 78 ans de l'ajouter au compte bancaire, soi-disant pour aider à payer les factures, mais elle effectuait des retraits non autorisés depuis des mois. L'oncle Denis avait découvert des frais frauduleux sur ses comptes professionnels, mais ne les avait pas encore reliés à Carla. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» ai-je demandé. « Parce qu'elle m'a offert 5 000 $ pour l'aider à accéder à tes informations personnelles. » Austin a admis, elle voulait que j'obtienne des copies de ton courrier et de tes documents financiers. J'ai dit non. Mais j'ai réalisé qu'elle planifie ces trucs depuis très longtemps. La révélation d'Austin a complètement transformé ma compréhension. Ce n'était pas une prise de décision financière désespérée ou un mauvais jugement temporaire. Carla dirigeait une entreprise criminelle calculée à long terme ciblant les membres de la famille qui lui faisaient confiance. J'étais juste sa dernière victime dans une opération de fraude en cours. Austin, nous devons l'arrêter avant qu'elle ne détruise plus de gens. Je sais, a-t-il dit doucement. Mais j'ai peur de ce qui se passera quand tout le monde le découvrira. Notre famille ne sera plus jamais la même. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir alors que je traitais l'ampleur de ce à quoi je faisais face. Carla n'était pas juste ma sœur irresponsable qui avait fait une erreur. C'était une criminelle de carrière spécialisée dans l'exploitation des relations familiales. Et elle victimisait activement des parents âgés et vulnérables tandis que nos parents permettaient son comportement. Le lendemain matin, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai appelé le département de police de Phoenix et j'ai demandé à parler à quelqu'un des crimes financiers. Ils m'ont mis en relation avec le détective Ryan Walsh de l'unité des crimes financiers, un vétéran de 15 ans spécialisé dans les affaires de fraude familiale. « Monsieur Sullivan, j'apprécie que vous vous manifestiez », a dit le détective Walsh lors de notre réunion au commissariat du centre-ville. La fraude financière familiale est plus courante que les gens ne le pensent, mais les poursuites nécessitent une documentation complète et la coopération des victimes. J'ai étalé toutes mes preuves sur son bureau. Rapport de crédit, documents de prêt, faux papiers d'emploi et registre d'ouverture de compte non autorisés. Le détective Walsh a examiné chaque élément méthodiquement tout en prenant des notes. Ce niveau de planification systématique suggère que votre sœur a de l'expérience avec le vol d'identité, a-t-il observé. Les faux documents commerciaux et l'interception de courriers montrent un comportement criminel sophistiqué.
Mon cousin m'a dit qu'elle faisait ça à d'autres membres de la famille, ai-je expliqué, puis j'ai partagé les révélations d'Austin sur notre grand-mère et notre oncle. Le détective Walsh s'est penché en arrière dans son fauteuil, pensif. Si nous pouvons documenter plusieurs victimes, cela devient une affaire beaucoup plus solide. Les procureurs fédéraux prennent les réseaux de fraude familiale très au sérieux, surtout quand des victimes âgées sont impliquées. Que dois-je faire? Continuez à tout documenter, mais ne laissez pas votre sœur savoir que vous enquêtez, a-t-il conseillé. Nous devons la prendre en flagrant délit de comportement criminel pour construire le dossier le plus solide possible. Le détective Walsh a expliqué qu'une poursuite réussie nécessitait des preuves d'intention de frauder, ce qui signifiait montrer que Carla savait que ses actions étaient illégales et planifiait de causer un préjudice financier. Ma coopération serait essentielle, mais l'affaire pourrait entraîner une peine de prison sérieuse pour Carla. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à vivre une double vie. Publiquement, je disais aux membres de la famille que je réglais la situation financière en privé avec Carla. Cela réduisait la pression et arrêtait les appels téléphoniques constants remettant en question mon caractère. En privé, je documentais systématiquement chaque aspect de son activité criminelle. J'ai dit à Carla que je ne contesterais pas les frais de carte de crédit ou le prêt, mais que j'avais besoin de dossiers organisés à des fins fiscales. Cela m'a donné un accès légitime à tous les historiques de transactions et documents financiers. Elle semblait soulagée que je sois enfin raisonnable et coopérait pleinement avec mes demandes. Au cours de cette phase d'enquête, j'ai découvert des informations encore plus troublantes. Carla vendait des articles achetés avec mes cartes de crédit et empochait l'argent. Électronique, bijoux et produits de créateurs étaient revendus via des marchés en ligne et des prêteurs sur gage dans toute la région de Phoenix. Elle avait également convaincu notre grand-mère de l'ajouter à plusieurs comptes bancaires sous prétexte d'aider à la gestion des factures. Cependant, les relevés bancaires montraient des transferts et des retraits réguliers qui n'avaient rien à voir avec les dépenses de grand-mère. En 6 mois, Carla avait volé près de 15 000 $ des économies de retraite de notre grand-mère de 80 ans. Les lignes de crédit professionnelles de l'oncle Denny montraient des schémas similaires. Carla avait obtenu l'accès grâce à son travail immobilier, prétendant qu'elle avait besoin de faire des achats professionnels pour la mise en scène de propriétés. Au lieu de cela, elle effectuait des achats personnels et des avances de fonds tout en effectuant des paiements minimums pour éviter la détection. L'ampleur de l'entreprise criminelle était stupéfiante. Les estimations prudentes suggéraient que Carla avait volé plus de 200 000 $ aux membres de la famille sur 18 mois en utilisant une manipulation sophistiquée et une planification systématique. 3 semaines après le début de mon enquête, j'ai entendu une conversation téléphonique qui a tout accéléré. Carla parlait à quelqu'un nommé Tyler dans la cuisine de son condo pendant que j'organisais des documents financiers dans son salon. Le plan Costa Rica doit se faire d'ici la fin du mois prochain, a-t-elle dit doucement. J'ai tout converti en bitcoin et en espèces. Willie ne se doute absolument de rien, et la famille pense toujours que c'est lui le problème. J'ai tendu l'oreille pour entendre plus de détails tout en faisant semblant de me concentrer sur la paperasse. Tyler, bébé, tu n'as aucune idée de la facilité avec laquelle ça s'est passé, a-t-elle continué. Ces idiots font confiance à la famille quoi qu'il arrive. Je pourrais les voler jusqu'au dernier sou et ils s'en voudraient à eux-mêmes. Mes mains tremblaient alors que je réalisais que Carla prévoyait de fuir le pays dans quelques semaines. Elle convertissait les actifs volés en crypto-monnaies et en espèces intraçables, prévoyant de disparaître avant que des conséquences juridiques ne se développent. Tout ce qu'elle m'avait dit sur le remboursement des prêts était un mensonge complet. Elle a ri pendant la conversation de la manipulation du stupide Willie et a décrit sa stratégie de sortie comme quelque chose qu'elle planifiait depuis des mois. La carrière immobilière, les relations familiales, les promesses de remboursement, tout n'avait été qu'une façade pendant qu'elle pillait systématiquement les finances de notre famille. Ce soir-là, j'ai appelé le détective Walsh avec les nouvelles informations. Il a immédiatement organisé une réunion avec l'agent fédéral Amanda Torres, expliquant que la nature interétatique de la fraude et la fuite planifiée pour éviter les poursuites en faisaient une affaire fédérale. Monsieur Sullivan, votre sœur dirige une opération de fraude sophistiquée, a déclaré l'agent Torres lors de notre réunion. L'implication de victimes âgées et les plans de fuite justifient définitivement des accusations fédérales. L'agent Torres a expliqué que les peines fédérales pour vol d'identité, fraude électronique et abus envers les personnes âgées pouvaient entraîner des décennies de prison. Cependant, construire le dossier le plus solide possible nécessitait de prendre Carla en flagrant délit de comportement criminel avant qu'elle ne puisse s'échapper. Nous devons agir rapidement, a-t-elle continué. Si votre sœur quitte le pays, l'extradition pourrait prendre des années,
et elle pourrait ne jamais faire face à la justice pour ce qu'elle a fait à votre famille. Le poids de la situation était écrasant. Mon enquête avait révélé que Carla n'était pas seulement irresponsable ou désespérée. C'était un prédateur calculé qui se spécialisait dans l'exploitation de la confiance familiale. Et elle était à quelques jours d'échapper aux conséquences pour avoir détruit plusieurs vies. L'agent Torres m'a présenté à une opération fédérale coordonnée ciblant les réseaux de fraude familiale. Le groupe de travail sur les crimes financiers du FBI suivait des cas similaires à travers l'Arizona et le modèle de Carla correspondait aux enquêtes en cours impliquant l'exploitation des personnes âgées et les réseaux de vol d'identité. Les méthodes de votre sœur suggèrent une formation ou une expérience professionnelle, a expliqué l'agent Torres. L'approche systématique de l'interception de courriers, de la falsification de documents et de la conversion d'actifs indique que ce n'est pas sa première entreprise criminelle. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai accéléré ma collecte de preuves tout en maintenant l'apparence de coopération avec les demandes de Carla. J'ai secrètement installé du matériel d'enregistrement dans mon appartement après avoir découvert des signes que quelqu'un avait fouillés dans mes affaires, cherchant probablement des preuves de mon enquête. La paranoïa était justifiée. Lors d'une session d'enregistrement, j'ai capturé Carla admettant à Tyler qu'elle surveillait mes activités et s'inquiétait de mon intérêt accru pour les dossiers financiers. Willie pose trop de questions détaillées sur les calendriers de paiement, a-t-elle dit lors d'un appel téléphonique tardif. Je pense qu'il commence à se méfier du calendrier. J'ai également découvert qu'elle accédait à mon compte email personnel via des questions de récupération de mots de passe sur notre histoire familiale. Cela expliquait comment elle interceptait certaines communications des banques et des sociétés de crédit, retardant ma découverte des comptes frauduleux. L'agent Torres a fait appel à des experts en criminalistique numérique pour documenter les cybercrimes de Carla, y compris l'accès non autorisé à mes comptes en ligne et la suppression systématique des communications incriminantes. Les preuves montraient des mois de planification minutieuse pour couvrir ces traces et retarder la détection. Pendant cette période, j'ai appris l'existence d'autres victimes que Carla ciblait. Elle avait convaincu notre voisine âgée Dorothy d'investir ses économies de toute une vie dans un faux partenariat immobilier, promettant des rendements garantis grâce aux relations professionnelles de Carla. Dorothy avait fourni $25 000 que Carla a immédiatement convertis en crypto-monnaie. La manipulation était déchirante à voir. Dorothy, une veuve de 70 ans, faisait entièrement confiance à Carla et la louait à d'autres voisins comme une femme d'affaires prospère aidant les personnes âgées avec des opportunités d'investissement. Carla rendait visite à Dorothy chaque semaine, apportant des fleurs et des biscuits faits maison tout en volant systématiquement sa sécurité de retraite. Agent Torres, nous devons arrêter cela avant qu'elle ne prenne tout ce que Dorothy a, ai-je dit lors de l'une de nos réunions de coordination. Nous agissons aussi vite que possible, m'a-t-elle assuré. Mais une action prématurée pourrait permettre à d'autres victimes d'être détruites pendant que votre sœur fuit les poursuites. L'enquête fédérale s'était élargie pour inclure la surveillance des activités de Carla sur plusieurs sites. Les agents avaient documenté ses visites aux échanges de crypto-monnaies, aux courtiers en devises étrangères et aux services de transfert d'argent internationaux. Les preuves montraient une préparation systématique pour une relocalisation permanente hors de la juridiction américaine. Pendant ce temps, j'ai intercepté du courrier montrant la partie la plus audacieuse du plan de Carla. Elle utilisait mon identité pour demander des prêts commerciaux totalisant $200 000, prétendant que je lançais une société de développement immobilier avec elle comme partenaire. Les demandes de prêts incluaient des déclarations d'impôts falsifiées, de faux plans d'affaires et des contrats fabriqués pour des projets de construction fictifs. Elle doit conclure ses prêts vendredi prochain, ai-je dit à l'agent Torres après avoir découvert la documentation. Cela représente son plus gros coût à ce jour, et c'est prévu pour la semaine avant son départ prévu pour le Costa Rica. L'agent Torres a confirmé que ce calendrier correspondait à leurs observations de surveillance. Carla avait réservé des vols pour San José pour le mardi suivant sous son vrai nom avec Tyler l'accompagnant. Ils avaient également loué une villa de luxe à Manuel Antonio via un service de location de longue durée. Votre sœur n'a jamais eu l'intention de s'arrêter auprès du condo, a expliqué l'agent Torres. Elle a construit vers ce vol majeur final avant de disparaître définitivement. La révélation était dévastatrice. Chaque conversation sur le remboursement, chaque dîner de famille où elle semblait sincèrement engagée à reconstruire sa vie, chaque promesse de gérer les obligations financières, tout cela n'avait été que des mensonges calculés pendant qu'elle planifiait la trahison ultime. Lors de notre dernière réunion de coordination, l'agent Torres a expliqué la stratégie d'arrestation. Plusieurs agences fédérales exécuteraient des mandats de perquisition simultanés au condo de Carla, à la maison de Tyler, à l'appartement d'Austin et à plusieurs coffres-forts qu'elle avait loués sous de faux noms. L'opération était prévue pour jeudi matin,
un jour avant la clôture de son prêt prévu et 5 jours avant son vol pour le Costa Rica. « Monsieur Sullivan, nous avons besoin d'une dernière pièce à conviction, a dit l'agent Torres. Nous avons besoin que Carla s'incrimine elle-même sur enregistrement, admettant la fraude systématique et son intention de fuir les poursuites. Ils se sont arrangés pour que je porte un équipement d'enregistrement lors d'une réunion avec Carla à son condo, où je prétendrai vouloir officiellement reprendre tous les paiements de prêt pour qu'elle puisse se qualifier pour un crédit supplémentaire. L'histoire était assez plausible pour que Carla ne soupçonne pas de piège. C'est votre dernière chance de changer d'avis, a averti l'agent Torres. Une fois que nous aurons arrêté votre sœur, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle fera face à une peine de prison fédérale sérieuse, et vos relations familiales seront modifiées de façon permanente. J'ai pensé à Dorothy perdant ses économies de toute une vie, au fonds de retraite volé de notre grand-mère, au crédit commercial de l'oncle Denis détruit, et à toutes les futures victimes que Carla ciblerait si elle échappait aux conséquences. Elle a eu des mois pour arrêter ça volontairement, ai-je répondu. Elle a choisi d'escalader au lieu de tout avouer. Je ne peux pas la laisser détruire d'autres personnes innocentes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir en me préparant à la conversation la plus difficile de ma vie. Dans moins de 12 heures, j'enregistrerai ma sœur confessant des crimes qui l'enverraient en prison fédérale pour des années. La petite fille qui m'apportait des biscuits quand j'étais malade, qui pleurait sur mon épaule après de mauvaises ruptures, qui m'appelait son frère préféré. Cette personne n'avait apparemment jamais existé. La Carla que je pensais connaître était un masque porté par un prédateur spécialisé dans l'exploitation de l'amour familial pour un profit personnel. Demain matin, j'aiderai les agents fédéraux à retirer ce masque définitivement. Jeudi matin est arrivé avec un ciel clair d'Arizona et des températures atteignant déjà 25 degrés Celsius à 9 heures. J'étais éveillé depuis 4 heures, passant en revue ma stratégie de conversation avec l'agent Torres et vérifiant l'équipement d'enregistrement dissimulé dans la poche de ma veste. Rappelez-vous, Monsieur Sullivan, votre objectif est une conversation naturelle qui l'a conduit à admettre la fraude systématique et la fuite planifiée, m'a rappelé l'agent Torres lors de notre briefing final. Ne poussez pas trop fort ou elle pourrait devenir méfiante. Des agents fédéraux étaient positionnés autour des immeubles de Carla depuis 6 heures du matin avec des équipes prêtes à exécuter des mandats de perquisition à plusieurs endroits simultanément. Le détective Walsh coordonnerait les arrestations locales tandis que l'agent Torres superviserait la collecte de preuves fédérales. Je suis arrivé au condo de Carla à 10h30 portant un dossier de documents financiers qui soutiendrait mon histoire de couverture sur la prise en charge officielle de la responsabilité du prêt. Mes mains transpiraient alors que je prenais l'ascenseur jusqu'au 15e étage. Sachant que ce serait notre dernière conversation en tant que frère et sœur au lieu de victime et auteur. Carla a ouvert la porte en tenue de yoga et semblant complètement détendue et confiante. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval et elle tenait un smoothie protéiné dans une bouteille de mixeur coûteuse que je n'avais jamais vue auparavant. « Willy, tu es là tôt ?» a-t-elle dit joyeusement en me faisant signe d'entrer dans le salon. « Je ne t'attendais pas avant midi. Je voulais gérer cette paperasse avant le travail, ai-je répondu en m'installant sur son canapé en cuir. Mon comptable a besoin de documents montrant le transfert officiel de la responsabilité de paiement. Les yeux de Carla se sont illuminés d'un plaisir évident. Je suis si contente que tu sois enfin pratique à propos de cette situation. C'est vraiment la meilleure solution pour tout le monde. Le salon autour de nous présentait des articles encore plus chers que ceux que j'avais remarqués lors des visites précédentes. Un nouveau système audio occupait un mur, des œuvres d'art de créateurs étaient accrochées dans des cadres professionnels et la table basse présentait un arrangement d'objets qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Carla, avant que nous rendions cela officiel, j'ai besoin de comprendre le tableau financier complet, ai-je dit en ouvrant mon dossier. Combien de comptes totaux traitons-nous ? Je veux m'assurer que je suis préparé pour toutes les obligations. Elle s'est assise en face de moi dans un fauteuil en cuir assorti, l'air à l'aise et complètement sans méfiance. Eh bien, il y a évidemment le prêt principal de 90 000, mais il y a aussi les cartes de crédit que nous avons ouvertes pour gérer les frais d'ameublement et de déménagement. Combien de cartes de crédit exactement ? Peut-être 6 ou 7, a-t-elle dit d'un geste dédaigneux. Rien de trop compliqué. Le solde total est probablement d'environ 30 000 sur l'ensemble. J'ai fait semblant de prendre des notes tandis que l'appareil d'enregistrement capturait chaque mot. Et ces comptes sont tous à mon nom à cause des problèmes de score de crédit que tu as mentionnés. C'est ça ? Carla a répondu sans hésitation. Mon crédit a été gâché pendant quelques années difficiles. Donc utiliser tes informations était le seul moyen de se qualifier pour des taux et des limites décents.
L'admission des involts du vol d'identité était exactement ce dont l'agent Torres avait besoin. Mais je devais aller plus loin pour établir l'intention et la planification. Quand as-tu réalisé pour la première fois que mon crédit serait nécessaire pour ce plan, ai-je demandé prudemment. Carla s'est penchée en arrière dans son fauteuil et a souri. Honnêtement, je pense à cette approche depuis près d'1 an. Je savais que je voulais améliorer ma situation de logement, mais ma situation financière rendait l'approbation conventionnelle impossible. Donc, c'était planifié à long terme, pas une décision soudaine. Willy, je ne suis pas une personne impulsive, a-t-elle dit avec une fierté évidente. J'ai tout recherché soigneusement. J'ai étudié tes habitudes, compris comment accéder à la documentation nécessaire, et créé un calendrier qui fonctionnerait pour tout le monde. Mon estomac s'est noué alors qu'elle décrivait la planification systématique avec une confiance totale. Elle traitait la conversation comme une discussion d'affaires, ne montrant aucune conscience qu'elle confessait des crimes fédéraux graves. Qu'en est-il des autres membres de la famille qui ont aidé avec tes entreprises commerciales, ai-je demandé, pensant à notre grand-mère et à l'oncle Denis. L'expression de Carla est devenue plus animée. C'est la beauté de la famille, Willy. Tout le monde veut s'entraider pour réussir. Grand-mère Rose était ravie de contribuer à mes investissements immobiliers, et l'oncle Denis adore soutenir les jeunes entrepreneurs. Contribuer comment exactement? Eh bien, grand-mère m'a donné accès à ses comptes pour que je puisse aider à gérer ses factures, ce qui m'a permis de rediriger une partie de ses économies excédentaires vers le développement de mon entreprise. Et l'oncle Denis m'a laissé utiliser son crédit commercial pour la mise en scène de propriétés et le développement de la clientèle. L'appareil d'enregistrement l'a capturé décrivant l'abus financier des personnes âgées et la fraude au crédit comme une coopération familiale. Elle semblait sincèrement croire à son propre récit d'aide aux proches tout en volant leur argent. Carla, que se passe-t-il si quelque chose ne va pas avec ces arrangements? Si les membres de la famille changent d'avis ou si les situations financières se compliquent? Pour la première fois, son attitude confiante a légèrement changé. Elle a jeté un coup d'œil vers sa chambre avant de répondre. Willy, je prévois différents scénarios, a-t-elle dit plus doucement. Tyler et moi avons discuté d'options de secours au cas où le marché local deviendrait trop compliqué. Quel genre d'options de secours? Eh bien, nous avons recherché des opportunités immobilières internationales, a-t-elle continué. Le Costa Rica a un potentiel incroyable pour les investisseurs américains, et le style de vie là-bas est incroyable. Quand penses-tu explorer ces opportunités internationales? Carla s'est levée et a marché vers sa cuisine, semblant soudainement moins à l'aise avec la direction de la conversation. Plus tôt que prévu, a-t-elle admis. Peut-être dans la semaine ou les 2 semaines à venir. La semaine prochaine, Carla? Qu'en est-il de tous les paiements de prêts et obligations familiales que tu as promis de gérer? Elle s'est tournée pour me faire face avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. La sœur douce et manipulatrice était partie, remplacée par quelqu'un de froid et calculateur. Willy, tu es encore dramatique, a-t-elle dit sèchement. Ces paiements sont ta responsabilité maintenant. Tu développeras de nouvelles opportunités commerciales qui profiteront à tout le monde éventuellement. Donc, tu prévois de quitter le pays et de me laisser avec plus de $100 000 de dette. Tu peux te le permettre, a-t-elle répondu sans émotion. Tu gagnes bien ta vie, tu as des économies, et ton crédit peut supporter la tension temporaire. J'ai besoin de liberté pour construire quelque chose de plus grand. La conversation a continué pendant encore 20 minutes alors que je documentais son absence totale de remords et sa planification détaillée pour fuir les poursuites. Elle a décrit l'étude de mes habitudes financières, l'interception de mon courrier et la manipulation des membres de la famille comme des stratégies commerciales nécessaires. Willy, tu dois comprendre que le succès familial exige des sacrifices, a-t-elle dit vers la fin de notre conversation. Je suis celle qui a la vision et l'ambition. Me soutenir est un investissement dans tous nos avenirs. À 11h45 exactement, j'ai donné à l'agent Torres le signal prédéterminé en envoyant par SMS prêt à finaliser les documents. En 2 minutes, j'ai entendu du tumulte dans le couloir à l'extérieur de l'appartement de Carla. Le coup à la porte était ferme et officiel. Agents fédéraux, ouvrez la porte. Le visage de Carla est devenu complètement blanc alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Willy, qu'est-ce que tu as fait? J'ai protégé notre famille d'un prédateur, ai-je répondu alors que les agents fédéraux entraient avec des armes dégainées et des insignes affichés. Carla Sullivan, vous êtes en état d'arrestation pour vol d'identité, fraude électronique et abus financiers envers les personnes âgées, a annoncé l'agent Torres en montrant ses informations d'identification.
Les minutes suivantes ont été chaotiques alors que Carla me menaçait et me suppliait alternativement d'arrêter l'arrestation. Elle a promis de rembourser chaque dollar, a prétendu qu'elle prévoyait de rendre tout l'argent avant de quitter le pays, et m'a accusé de détruire notre famille pour des arrangements financiers temporaires. « Willy, s'il te plaît. Je suis ta sœur », a-t-elle crié en étant menottée. L'agent Torres lui a lu ses droits tandis que d'autres agents commençaient à documenter les preuves dans tout l'appartement. J'ai regardé ma sœur être emmenée en garde à vue fédérale tandis que son condo de luxe était systématiquement fouillé pour trouver des preuves de ses crimes. Mon téléphone a sonné immédiatement avec un appel de l'agent Torres. « Monsieur Sullivan, nous avons exécuté des arrestations simultanées à la résidence de Tyler et à l'appartement d'Austin. Nous avons également sécurisé les coffres-forts et les comptes de crypto-monnaies. Toute l'opération de votre sœur a été fermée. À travers les fenêtres du 15e étage, je pouvais voir des fourgons de nouvelle arrivée sur le parking. Dans quelques heures, l'arrestation de Carla serait une nouvelle locale et nationale comme exemple de fraude financière familiale et d'abus envers les personnes âgées. La sœur que je pensais connaître était partie, remplacée par une prisonnière fédérale risquant des décennies de prison pour exploitation criminelle systématique de notre famille. L'appareil d'enregistrement dans ma poche contenait des heures de ses aveux de crimes qui garantiraient qu'elle ne victimiserait plus jamais personne. 6 mois plus tard, j'étais assis dans un tribunal fédéral regardant Carla accepter un accord de plaidoyer qui l'enverrait en prison pour 5 ans, suivi de 3 ans de probation surveillée avec des exigences de restitution complètes. La salle d'audience était bondée de membres de la famille, de victimes et de médias locaux couvrant ce qui était devenu connu sous le nom d'affaires du réseau de fraude familiale. Le procureur fédéral Daniel Morrison a présenté des preuves montrant que Carla avait volé plus de 300 000 $ à des membres de la famille et des victimes âgées à travers l'Arizona sur 18 mois. L'opération sophistiquée comprenait le vol d'identité, la falsification de documents, les cybercrimes, l'abus financier des personnes âgées et la conspiration pour fuir les poursuites. Votre honneur, la défendresse a systématiquement exploité la confiance familiale pour financer un style de vie luxueux tout en prévoyant d'échapper aux conséquences par la fuite internationale, a déclaré le procureur Morrison lors de l'audience de condamnation. Ces victimes incluent des membres âgés de la famille qui ne récupéreront peut-être jamais leurs économies de retraite volées. Tyler a reçu 3 ans de prison fédérale pour son rôle de co-conspirateur, tandis qu'Austin a reçu 18 mois pour participation limitée et coopération avec les autorités. Les 3 accusés faisaient face à des exigences de restitution totalisant plus de 400 000 $, intérêts et pénalités compris. La partie la plus difficile des conséquences a été de reconstruire les relations familiales, endommagées par des mois de mensonges et de manipulations. Initialement, certains proches m'ont blâmé pour l'arrestation et la poursuite de Carla, croyant que j'aurais dû tout gérer en privé sans impliquer les forces de l'ordre. L'oncle Denny était particulièrement en colère lorsqu'il a découvert que j'étais au courant de sa fraude au crédit commercial depuis des semaines avant les arrestations. « Willy, tu aurais pu me prévenir au lieu de laisser des agents fédéraux se présenter à mon bureau avec des mandats de perquisition. » Oncle Denny, avertir qui que ce soit aurait compromis l'enquête et permis à Carla de détruire des preuves ou de fuir le pays. J'ai expliqué que d'autres victimes auraient été créées pendant qu'elle échappait à la justice. La dynamique familiale a changé radicalement à mesure que l'ampleur totale des crimes de Carla est devenue publique lors des procédures judiciaires. Notre grand-mère Rose avait perdu près de 30 000 $ en économie de retraite qu'elle avait confiée à Carla pour investir en toute sécurité. Dorothy, notre voisine âgée, avait perdu toutes ses économies de vie de 45 000 $ dans le faux partenariat immobilier de Carla. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle m'a regardé dans les yeux et a menti tout en prenant tout ce que j'avais, a dit Dorothy lors de l'une des nombreuses réunions d'impact sur les victimes avec les procureurs. Les lois fédérales sur la confiscation des actifs ont permis aux procureurs de saisir tout ce que Carla avait acheté avec de l'argent volé, y compris son condo, ses meubles, son électronique et ses bijoux. La liquidation a généré près de 200 000 $ pour la restitution aux victimes. Les banques ont annulé tous les frais frauduleux une fois présentées les preuves de condamnation pénale fédérale et mon score de crédit a été complètement rétabli en 60 jours. La société hypothécaire a annulé la compte de 90 000 $ et a retiré mon nom de toute responsabilité associée. Plus important encore, les victimes âgées ont récupéré leurs fonds volés grâce au processus de restitution. Bien que le traumatisme émotionnel ait duré beaucoup plus longtemps que les dommages financiers. Notre grand-mère a eu besoin de moi de conseils pour traiter la trahison par quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance. Rose, le plus dur n'est pas de perdre l'argent, a expliqué Dorothy lors d'une réunion de groupe de soutien pour les victimes de fraude. C'est d'apprendre que quelqu'un que vous aimiez n'a jamais existé.
La Carla qui m'apportait des biscuits et écoutait mes histoires jouait juste la comédie pendant qu'elle prévoyait de me voler. 8 mois après les arrestations, j'ai rendu visite à Carla à l'établissement correctionnel fédéral de Tucson, où elle purgeait sa peine. La salle de visite était austère et institutionnelle, remplie d'autres détenus rencontrant des membres de leur famille sous la supervision d'agents correctionnels. Carla semblait plus petite et plus modérée que je ne l'avais jamais vue. La femme confiante et manipulatrice qui avait détruit notre famille avait été remplacée par quelqu'un qui semblait sincèrement brisé et plein de remords. « Willy, je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais », a-t-elle dit doucement à travers la table en métal. « Mais j'ai besoin que tu saches que je comprends que ce que j'ai fait était mal. Pas juste illégal, mais vraiment mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Carla? Quand est-ce qu'aider la famille est devenue une couverture pour détruire des gens innocents? » Elle est restée silencieuse pendant plusieurs minutes avant de répondre. Je pense que ça a commencé par de petites choses. Emprunter de l'argent que je n'avais pas l'intention de rembourser. Utiliser des cartes de crédit sans permission. Prendre de l'argent dans le sac à main de maman. Tout le monde me pardonnait toujours et trouvait des excuses, alors j'ai continué à escalader. Mais voler grand-mère Rose et Dorothy. Elle te faisait entièrement confiance. Je sais, a-t-elle chuchoté en pleurant. Je me suis convaincu que j'empruntais de l'argent que je finirais par rembourser avec intérêt. Mais honnêtement, je prévoyais de disparaître et de laisser tout le monde gérer les conséquences. La conversation a duré 2 heures alors que Carla décrivait la progression psychologique du comportement irresponsable à l'activité criminelle systématique. Elle avait commencé à croire que les membres de la famille lui devaient un soutien pour ses rêves, quel que soit le coût pour leur propre sécurité financière. Willy, je veux que tu saches que la personne qui t'a serré dans ses bras pour te dire au revoir ce dernier matin prévoyait déjà de tout te voler et de disparaître pour toujours. Elle a continué, tu as sauvé notre famille en m'arrêtant avant que je puisse finir de détruire tous ceux qui m'aimaient. Avant de quitter la prison, j'ai mis quelque chose au clair avec Carla concernant notre future relation. Carla, je te pardonne parce que garder de la colère me ferait plus de mal qu'à toi. J'ai dit, mais reconstruire une relation entre nous nécessite la preuve que tu as vraiment changé, pas juste des mots disant que tu es désolé. Quel genre de preuve? Une honnêteté complète surtout. Un conseil continu pour comprendre pourquoi tu es devenu un prédateur et utiliser ton expérience pour aider d'autres familles à reconnaître les abus financiers. Peut-être parler lors de séminaires de prévention de la fraude ou écrire sur la façon dont la complaisance familiale crée des criminels. 1 an plus tard, Carla a commencé à participer à un programme d'éducation des prisonniers axé sur la prévention des crimes financiers. Elle a contribué à du matériel éducatif aidant les familles à reconnaître les tactiques de manipulation et les signes avant-coureurs d'abus envers les personnes âgées. Notre relation reste limitée mais honnête. Elle m'appelle tous les mois pour me mettre à jour sur ses progrès de réhabilitation et ses idées thérapeutiques. Les conversations sont différentes maintenant, marquées par une véritable responsabilité plutôt que par la manipulation et les excuses. Plus important encore, les victimes âgées se sont rétablies financièrement et émotionnellement. Dorothy est devenue une défenseuse de l'éducation à la prévention de la fraude. Parlant dans des centres pour personnes âgées de la reconnaissance de la manipulation financière, notre grand-mère Rose a retrouvé sa confiance et son indépendance après des mois de conseils et de soutien familial. L'expérience m'a appris que la vraie famille se protège mutuellement du mal, même lorsque cette protection nécessite de confronter un comportement criminel de la part de quelqu'un que vous aimez. La vraie loyauté signifie empêcher les membres de la famille de détruire des personnes innocentes, pas permettre leurs pires impulsions par un pardon mal avisé. Je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà vécu une situation où soutenir la famille signifiait permettre un comportement nuisible? Restez fort, faites confiance à votre instinct et ne vous excusez jamais de protéger des personnes innocentes de ceux qui leur feraient du mal, quel que soit le lien de sang.